doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. La 99e réunion du Conseil de ministres en présentiel a été présidée à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est vendredi 19 mai 2023. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le voici. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et approbation du dossier. Commencé à 14h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h29. Suivez le compte-rendu de la dite réunion par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Rendu de la 99e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 mai 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 99e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de ses récents déplacements dans le cadre de la recherche du retour de la paix dans l'est de notre pays, sur invitation respectivement du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, du président de la Namibie, Agé Gengob. Il a pris part à 2 sommets importants. Tout d'abord, le 6 mai 2023 à Bujumbura, où dans le cadre de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, plus connue sous la dénomination de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et avant de passer le témoin de la présidence du mécanisme à son homologue du Burundi. Il a de nouveau plaidé pour la revitalisation du dit accord, aujourd'hui en souffrance, la faute aux manquements répétés de certains pays, dont le Rwanda, aux obligations pourtant consacrées et auxquelles les pays de la région de Grand Lac ont agréé depuis février 2013. À ces propos, il a rappelé et fermement condamné l'agression dont notre pays fait l'objet de la part du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste M23, ceci en totale violation des engagements 2 et 3 de l'accord cadre portant respectivement sur la non-assistance aux groupes armés et sur le respect de la souveraineté de des États de la région de Grand Lac. Les sommets a, entre autres, condamné l'occupation des territoires par le M23 et demandé au comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba de procéder à une évaluation indépendante du dit accord en vue de la validation de la feuille de route pour sa revitalisation prévue à la prochaine réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi.
À la suite de Bujumbura, il s'est rendu du 7 au 9 mai 2023 à Windhoek, capitale de la République de Namibie, où en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président en exercice de la SADC, il a assisté à la réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe, plus la Troïka de la SADC et les pays contributeurs troupes à la brigade d'intervention de la MONUSCO sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Outre la ferme condamnation du M23 et du soutien qui leur est apporté par des agresseurs étrangers, les chefs d'État présents ont approuvé l'adoption par la SADC du plan d'action visant les déploiements dans notre pays d'une brigade plus dans le cadre de sa force en attente pour appuyer nos vaillantes forces d'essai dans le combat les opposants aux agresseurs et ennemis de notre pays. Fort de ce qui précède, le président de la République a réitéré ses encouragements à nos forces de défense et de sécurité et a appelé le gouvernement, à travers le Premier ministre, à redoubler d'efforts dans l'atteinte de notre objectif commun de recouvrer la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire national en général et dans sa partie orientale en particulier. Le deuxième point de la communication du président de la République a concerné sa visite en République du Botswana et de la relance de l'industrie dans la filière du diamant. Le président de la République est revenu sur les détails de sa visite d'État qu'il a effectuée à Gaborone, capitale de la République du Botswana, du 9 au 12 mai 2023. Accompagné notamment de certains membres du gouvernement, cette visite a été l'occasion de raffermir les liens historiques d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays, qui, en plus d'abriter le siège de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qui lui tardait de visiter selon les us et coutumes liés à cette communauté sous-régionale dont il assure la présidence pour l'exercice 2023. Comprenez que c'est à Gaborone que ces travaux se sont tenus. Les Botswana, mondialement reconnu pour la performance de son secteur minier, particulièrement celui du diamant dont il est premier producteur en volume et en valeur, et conformément à sa volonté qu'il a maintes fois exprimée d'accélérer l'industrialisation de notre économie en ayant pour objectif, pour ce qui relève de l'industrie minière, de créer et d'accroître les chaînes de valeur. La mission de Gaborone a offert à la délégation congolaise la possibilité de s'imprégner de l'expérience botswanaise en la matière, notamment au COPIREP, et qui a récemment élaboré un plan de relance des activités de l'un des fleurons de notre économie, à savoir l'AMIBA, entreprise du portefeuille de l'État spécialisée dans la production du diamant aujourd'hui en détresse. Sachant que le plan de relance initialement élaboré et validé par les différentes parties prenantes demeure encore perfectible, il a rappelé la nécessité qu'il y a pour toute initiative allant dans le sens de régénérer, d'améliorer et d'optimiser nos industries en vue d'accélérer les développements économiques de notre pays, de veiller à s'appuyer sur les modèles existants, particulièrement ceux de pays ou des économies revêtant de caractères similaires aux nôtres. Enfin, de manière générale et guidée par les soucis de la relance de la filière du diamant en République démocratique du Congo, il a chargé Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer les processus de transformation de la société ANU Congo Investment, dit SACIM, en société anonyme avec conseil d'administration, et c'est conformément à l'instruction donnée au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 août 2020. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'évaluation de la mise en œuvre de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinois. Le président de la République a rappelé que lors de ses précédentes communications, il avait fait part aux membres du Conseil des conclusions alarmantes des rapports de plusieurs structures étatiques sur la mise en œuvre de la convention de collaboration signée entre le groupement d'entreprises chinoises et notre pays le 17 septembre 2007. Face à ces conclusions, il avait instruit le membre du gouvernement directement concerné par ces dossiers de travailler conjointement
avec son cabinet ainsi que la société civile sur le point spécifique devant faire l'objet des discussions avec la partie chinoise en vue des rééquilibrages de cet accord pour le rendre véritablement gagnant-gagnant. Le président de la République a informé le membre du Conseil que cette équipe du travail a déposé ses conclusions, ce qui permet de lancer dans les prochains jours des discussions avec nos partenaires chinois. L'objectif visé est de consolider et d'élargir davantage la coopération sino-congolaise en s'appuyant sur des bases saines garantissant les principes du respect mutuel, d'équité, de transparence profitable à la fois au peuple congolais et au peuple chinois. C'est pourquoi il a instruit les ministres concernés pour les négociations prochaines de l'avenant à la convention de collaboration, en l'occurrence les ministres d'État ministres des Infrastructures, le ministre d'État ministre du Budget, les ministres des Finances et la ministre de Mines, ainsi que son cabinet, tous membres du comité stratégique constitué à cet effet, de convenir et d'organiser avec la partie chinoise dans un bref délai l'agenda des discussions et de la signature finale du futur avenant. Le comité stratégique sera appuyé dans ses tâches par l'expertise de la GECAMINE, de l'Inspection générale des finances et de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCSC et l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la mobilisation des recettes publiques pour l'exercice 2023. Dans le but de renforcer la mobilisation des recettes publiques, le président de la République a demandé à tous les membres du gouvernement de ne ménager aucun effort pour prendre les mesures nécessaires susceptibles d'accroître la mobilisation de recettes de l'exercice en cours. Des informations en sa possession renseignent qui s'observe dans les chefs des assujettis un faible taux de perception des déclarations lors de l'échéance fiscale du mois d'avril passé dans la collecte de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. Afin de corriger rapidement cette situation, il a instruit le ministre des Finances, avec l'appui de l'Inspection générale des finances, d'organiser et d'encadrer les opérations relatives au contrôle fiscal de l'exercice 2023, ainsi que celles de la taxation d'office des assujettis défaillants de l'impôt sur les bénéfices et profits afin de recouvrer l'intégralité de droits dus à l'État pour l'échéance fiscale du 28 avril 2023. En outre, et dans l'optique de renforcer et d'accroître davantage la mobilisation des recettes publiques, il a aussi instruit le membre du gouvernement à accorder plus de célérité dans la matérialisation des actes générateurs de recettes publiques prévus dans la loi de finances 2023. À cet effet, les ministres de Transport, Voies des Communications et des Enclavements et celui des Finances ont été instruits d'accélérer le processus de la mise en circulation de permis de conduire à travers tous les territoires nationaux après que le fichier de la population ait été transféré à l'Office national d'identification de la population ONIP. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre du gouvernement s'est apaisanti lui aussi sur quelques points, notamment premièrement sur les drames de Calais, dont la gestion des conséquences demeure au centre des préoccupations du gouvernement. Au-delà de l'aide d'urgence apportée à nos compatriotes sinistrés, le gouvernement travaille étroitement avec les autorités locales pour la délocalisation des populations touchées. Les ministres concernés ont été tous instruits à prendre les dispositions utiles pour répondre à cette situation d'urgence. Le deuxième point de la communication qu'a abordé le Premier ministre était centré sur le plan de transition pour le processus de retrait de la MONUSCO. À ces propos, il a informé le Conseil des conclusions qui sont ressorties de la réunion qu'il a tenue avec l'équipe de la MONUSCO le jeudi 18 mai 2023, ainsi que l'urgence d'accélérer les dites discussions dans le but de parvenir à une feuille de route claire et précise respectant tous les délais fixés conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité. En attendant, la MONUSCO continuera à s'acquitter de son triple mandat, à savoir
la contribution à la protection des civils, l'appui à la stabilisation et renforcement des institutions de l'État, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Dans son troisième point, portant sur les secteurs culturels, le Premier ministre a salué la sélection du film de notre compatriote Balogi à la 76e édition du Festival de Cannes. La sélection de son film Augure constitue un honneur pour toute la République démocratique du Congo. Il a encouragé la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine à accélérer le processus de la mise en place d'une grande maison de production cinématographique, musicale et théâtrale congolaise, telle que prévue dans l'axe 61 et du 15e pilier du programme d'action du gouvernement. Il a aussi informé le Conseil qu'une équipe de partenaires internes à notre système éducatif, pilotée par la coordination pour le changement de mentalité, travaille avec les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire et ceux de la formation professionnelle pour l'organisation d'un atelier devant élaborer les contenus des programmes de ces cours et de présenter les propositions concrètes pour la consolidation de la gratuité ainsi que des mécanismes efficaces pour la promotion des valeurs positives dans les milieux, éducatifs conformément à l'axe 4 du programme du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a terminé son propos en saluant les efforts déployés par le gouvernement dans les secteurs économiques sous la direction du président de la République et qui nous a permis d'être classés dans les derniers classements du Fonds monétaire international par les 10 pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB. Ceci n'est pas un motif particulier de satisfaction par rapport à notre potentiel, mais c'est un encouragement au regard des efforts consentis. Abordant les chapitres 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par les inquiétudes concernant le conflit qui règne dans la province du Kwango avec des ramifications à Kinshasa, l'accueil favorable de la mesure de renforcement de nos forces de défense et de sécurité pour restaurer l'ordre public dans la périphérie de la ville de Kinshasa, plus précisément à Mongata dans la commune de Maluku. Revenons sur quelques aspects dans les volets sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état des affrontements entre miliciens dans la province de l'Ituri, des attaques des miliciens Mai Mai UPLS et des terroristes ADF-MTM dans le Nord Kivu, ainsi que de l'extension de l'activisme de la milice dite Mobondo dans les territoires, dans les environs de la ville-province de Kinshasa, particulièrement dans la commune de Maluku. Dans les volets politiques, il a fait état des différentes réunions qu'il a eues avec différentes délégations des députés provinciaux à la suite des tensions observées au sein des assemblées provinciales des provinces du Sud Kivu, du Kwango, du Tanganyika et du Olomami, en vue de s'assurer du fonctionnement harmonieux et du retour de la sérénité au sein de ces différentes institutions. Il a terminé son rapport en présentant la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a poursuivi la série d'informations au gouvernement. Il est revenu principalement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, qui reste préoccupante dans les territoires de Massissi et Rutshuru, au regard du renforcement des dispositifs RDF M23 et en prévision de la reprise des hostilités avec le FRDC. À l'ouest, la situation reste marquée par des incursions répétitives des assaillants Mobondo sur la route nationale numéro 1, tronçon routier compris entre la localité Menkao dans la commune de Maluku, ville de Kinshasa et le pont Kwango dans la province du Kwango. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est aussi revenu sur quelques faits saillants ayant troublé la paix et la sécurité dans certaines provinces du pays. Dans toutes ces parties du pays,
les forces de l'ordre et de défense travaillent d'arrache-pied pour rétablir l'ordre et la paix. Abordant le chapitre sanitaire, le vice-ministre de la Santé est revenu sur les conséquences découlant de la tragédie de Calais. Il a indiqué que 111 rescapés sont pris en charge dans les formations sanitaires de la zone de santé de Calais et la prise en charge au sein de dites formations sanitaires se présente au suivant les détails qu'il a présentés au Conseil. Il a terminé son intervention en faisant le point sur la situation épidémiologique à travers le pays. Organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique et réglementation des modalités d'exercice de l'activité syndicale et du droit de grève. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a présenté aux membres du gouvernement la note d'information relative à l'organisation des élections au sein de l'administration publique ainsi que la question relative aux modalités d'exercice de l'activité syndicale et du droit de grève. En prélude, il a indiqué que la Constitution de notre pays dispose en son article 38 que la liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'affilier librement dans les conditions fixées par la loi. Si dans les secteurs privés, sous pilotage du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, l'activité syndicale connaît quelques avancées en termes d'organisation et de fonctionnement, il n'en est pas forcément le cas du secteur public où il s'observe souvent le règne du laisser-aller et du laisser-faire préjudiciable à la bonne marche de l'État, au bon fonctionnement des services ainsi qu'à la défense de l'intérêt général. Nonobstant l'instauration dans la Constitution de principes susmentionnés, le dialogue social dans l'administration publique est resté depuis bien trop longtemps peu structuré et l'activité syndicale, le droit de grève moins réglementé. Considérant la volonté du gouvernement, inscrite dans son programme d'action 2021-2023 au point 40 en rapport avec l'organisation des élections syndicales à tous les niveaux comme élément concourant à la mise en place d'une administration publique véritablement au service du citoyen, le vice-premier ministre a signalé que les dernières élections syndicales remontent à près de 10 ans, ce qui pose inévitablement un problème de légitimité et qu'il y a nécessité de reformer le cadre juridique régissant le droit de grève et les modalités y afférentes. S'agissant de la problématique du droit de grève justement, il a motivé la nécessité de réformes par les abus observés, notamment des grèves qui ne respectent pas les procédures, les barricades devant les édifices publics, l'intolérance à l'endroit des agents non grévistes, etc. Dans ces contextes, disposer d'un cadre juridique moderne, équilibrant la liberté syndicale et les spécificités du secteur public, lesquels obligent impérativement la protection de l'intérêt général et la continuité des services publics, devient un impératif absolu, surtout lorsqu'on veut poser les bases d'un dialogue social constructif et assainir le climat de travail. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Stratégie d'appurement des arriérés intérieurs et appui gouvernemental en vue de la relance des activités de la Brassimba à Mbujiman. Le ministre des Finances a présenté 2 notes d'information au Conseil des ministres. La première a porté sur la stratégie d'appurement des arriérés intérieurs, incluant la dette financière, la dette sociale, les travaux publics, les marchés des fournitures, les condamnations judiciaires, les loyers et autres services. En attendant la certification de l'encours d'environ 3 milliards de dollars, les activités préconisées portent essentiellement sur le stock de 2,4 milliards déjà certifiés. Abordant les 4 principales activités convenues avec la mission du FMI, le ministre des Finances a précisé qu'il s'agit de l'audit indépendant du stock d'arriérés intérieurs certifiés pour nettoyer la base de données des doublons éventuels et compléter les informations manquantes. Les paiements sont des cotes des petites créances, titrisation de grosses créances, rachat des titres par les trésors publics pour permettre aux créanciers de se faire payer avant l'échéance. Le ministre des Finances a insisté sur le fait que la même stratégie de paiement sera suivie après la certification
d'une partie ou de la totalité du stock d'arriérés restant. Ainsi, la stratégie proposée a l'avantage d'être transparente, de tenir compte de marges de trésorerie du gouvernement et surtout d'assurer un traitement équitable pour tous les prestataires. Ces stratégies visent aussi à renforcer la crédibilité de l'État et à rompre la discrimination entre les créanciers extérieurs dont les échéanciers des paiements sont respectés et les créanciers intérieurs dont les paiements est assurés de manière parcellaire. La deuxième note d'information a concerné l'appui gouvernemental à la Brassimba en vue de la relance de ses activités à Mbuji-Mayi à l'arrêt depuis 2020 suite à des difficultés d'ordre administratif, fiscal et environnemental. Le gouvernement a lancé plusieurs projets visant à doter le Grand Kassai d'infrastructures énergétiques et de transport dont devrait profiter Brassimba, dont l'usine n'a pas été démantelée. Le ministre des Finances a préconisé des options de mesures de sauvetage devant faire l'objet d'une analyse plus approfondie avant leur mise en œuvre. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Orientation d'action du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'agenda gouvernemental des diversifications de l'économie nationale. Le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises a commencé par rappeler que son ministère est appelé à jouer un rôle pivot dans la marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays et de renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes, notamment les aléas de fluctuations conjoncturelles à l'échelle internationale. C'est également à son ministère que revient la matérialisation de la promesse du président de la République, chef de l'État, de favoriser la création de nouveaux millionnaires congolais. La crise mondiale due à la pandémie de Covid-19 et récemment le conflit russo-ukrainien ont accentué la nécessité pour le pays d'envisager encore plus sérieusement l'accroissement de sa production locale et la diversification de son économie en vue d'assurer au pays la souveraineté alimentaire et d'amorcer le processus de substitution intelligente des importations par la production locale. À ces jours, a rappelé le ministre des PME, plusieurs réformes ont été menées et il reste passé aux actions pour atteindre les objectifs que s'est fixés le gouvernement dans ces secteurs. D'où la nécessité d'éveiller l'esprit entrepreneurial, de former et d'accompagner les entrepreneurs ainsi que les PME et start-up tout en œuvrant pour un environnement propice à leur développement. Cette mission entend réaliser le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC pour lui permettre d'assurer un accompagnement conséquent aux PME et start-up existantes et en créer. Les FOGEC entend assurer un accompagnement de proximité à l'implantation des incubateurs suivants. Les incubateurs de PME de la filière maïs dans la province de Lomami, les incubateurs des PME de la filière fruits et légumes dans la province du Congo central, incubateurs des PME de la filière manioc dans la province du Kwango, incubateurs de PME de la filière palmier à huile dans la province du Maniema, incubateurs de PME de la filière palmier à huile dans la province de l'Équateur, incubateur des PME de la filière pêche et élevage dans les Tanganyika, incubateur des PME de la filière pêche et élevage dans les provinces du Nord et Sud Kivu. L'incubateur mixte agro-industrie et manufacture dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Ces incubateurs permettront l'essaimage d'un tissu dense des petites et moyennes entreprises le long de la chaîne de valeur de filières identifiées et enfin assurer la diversification de notre économie. Par leurs effets d'entraînement, ils seront à même de soutenir une croissance durable et inclusive qui favorise le bien-être d'un grand nombre des populations, la prospérité et la création des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes, a martelé le ministre de PME. La contrainte majeure à la réalisation de ce programme réside dans les difficultés des financements qu'éprouvent les agences censées contribuer à son exécution, particulièrement l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, a fait savoir le ministre. Le Conseil a pris acte de sa information. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour,
relatif à l'approbation d'un relevé de décision du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions de sa réunion du vendredi 12 mai 2023. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. Deux dossiers. 1. Stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Le ministre des Finances a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil les dossiers relatifs à la stratégie de renforcement de la décentralisation financière en République démocratique du Congo. Faisant suite à l'instruction du président de la République d'améliorer la gestion publique des provinces et des entités territoriales décentralisées, il a indiqué que cette réforme participative et inclusive de toutes les parties prenantes aura l'avantage, dans sa mise en œuvre, de garantir la prise en charge efficace par les provinces des compétences leur transférées et la réalisation du développement local. En effet, les axes de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière comprennent la mise en place de la fonction publique provinciale et locale, le renforcement du système fiscal et des transferts de ressources, la réforme budgétaire et gestion de la dépense, les renforcements de la commande publique, le développement de la fonction comptable et le renforcement de la gestion de trésorerie, le renforcement du système de contrôle de finances publiques provinciales et locales, la promotion de la gouvernance participative des finances infranationales et la numérisation du système de gestion des finances publiques provinciales et locales. Sous l'autorité du gouverneur de province, un comité provincial et local de pilotage supervisera dans chacune de province les processus de décentralisation financière. La supervision générale de la mise en œuvre de la stratégie fait partie des responsabilités du Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques institué par le décret numéro 21/11 du 30 décembre 2021 dans les comités de pilotage de réforme des finances publiques OREF et les bras séculiers. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Deuxième dossier. Proposition des mesures économiques de court terme en vue de la diversification de l'économie congolaise. Face à la nécessité d'accélérer la diversification, tant horizontale que verticale de notre économie, en partant des priorités retenues par secteur porteur de croissance, le ministre du Commerce extérieur a soumis au Conseil la proposition de mesures économiques de court terme et relatives. Partant des faiblesses identifiées, au terme d'une analyse sur la réalisation des objectifs de production et de diversification, le ministre du Commerce extérieur a motivé la nécessité de mettre en cohérence les objectifs des secteurs porteurs de croissance avec ceux des secteurs d'appui et transversaux et vice-versa, et de définir les liens intersectoriels au sein des différents ministères d'appui, mais également des ministères transversaux établissant des corrélations entre eux. Expliquant les mesures préconisées, le ministre du Commerce extérieur s'est étendu sur 20 actes à prendre en termes de mesures de régulation. Il a également présenté les mesures budgétaires et fiscales avant d'évoquer certains instruments de financement auxquels il faudra recourir afin d'atteindre cet objectif. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Avant de clôturer la réunion de ce jour, le président de la République a accordé la parole au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a informé le Conseil que les mesures gouvernementales récemment adoptées pour juguler la crise du maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï ont commencé à produire leurs effets. Il s'observe depuis quelques heures une baisse sensible du prix du sac de maïs sur le marché local. Commencé à 14h10, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h29. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante.
ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un yo, aux amants à c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.